Gilles Kepel, spécialiste du monde arabe, est avec nous. Jean-François Ricard, ancien juge antiterroriste, chef du parquet national antiterroriste, et ils ont écrit tous les deux Antiterrorisme, la traque des djihadistes. C'est publié chez Plomb. Gilles Kepel, c'est un livre somme, c'est un livre qui raconte 40 années de lutte contre le djihadisme, depuis les attentats de Saint-Michel, le GIA algérien, en passant par Daesh, le 13 novembre. Et quand on lit cela, on se dit quoi? On se dit c'est une lutte incessante contre le terrorisme qui n'arrêtera jamais. Si, ce n'est pas une lutte qui est perdue d'avance. La preuve, on a gagné un certain nombre de choses. Depuis le 13 novembre, il y a eu une décrue, si vous voulez, en termes de masse. Mais le djihadisme a muté. C'est pour ça qu'on a pensé, avec Jean-François Ricard, donc, qui a été le patron du parquet national antiterroriste, qu'il a d'ailleurs fondé, et moi-même, comme universitaire qui voyait les choses sous un autre angle, de mettre nos compétences en commun pour permettre au public de toutes sortes d'avoir une vue globale et une vue qui marque les différentes étapes et qui permettent, au lieu d'être dans l'hystérie par rapport à ce phénomène, de le rationaliser, de voir comment il évolue, parce qu'il y a une logique dans son évolution, dans ses mutations et dans la façon dont la société s'adapte, et en particulier dont la justice a fait un travail formidable. Jean-François Ricard, vous avez été le premier patron du parquet national antiterroriste. Vous diriez, comme Gilles Kepel, que c'est une lutte qui continue sur le fond, c'est la même chose, même si le terrorisme et la menace changent? Le terrorisme djihadiste a une particularité. Il a sa singularité, il a son domaine d'intervention, il a ses grands principes, et en même temps, il mute en permanence. Ça fait 30 ans qu'il frappe sur le territoire français. Et en 30 ans, il a muté en permanence. Il faut donc le connaître au mieux pour pouvoir réagir le plus en amont possible et le contrer chaque fois que c'est possible. Oui. Gilles Kepel, aujourd'hui, la menace, où est-elle? Alors, ce qui a changé de manière très frappante par rapport justement au 13 novembre, qui est dont on a commémoré le triste anniversaire tout récemment, c'est que autant on avait à l'époque ce qu'on appelait un terrorisme projeté, c'est-à-dire des jeunes qui étaient la plupart nés en France ou en Belgique, enfants de l'immigration, qui étaient repartis ou partis dans une terre d'islam fantasmée, ce qu'on appelait le Cham, la Syrie et l'Irak de l'époque, puis revenus à travers les flux de migration illégale, à travers les Balkans et la Belgique, pour faire des attentats planifiés, coordonnés, avec les armes et des quantités énormes de munitions en France. Tout cela, aujourd'hui, ne semble plus possible dans la mesure où il n'y a plus, pour l'instant, de ce territoire fantasmé de l'État islamique. Certains, on en parlera peut-être tout à l'heure, considèrent qu'il y a un danger aujourd'hui au Sahel. Mais entre-temps, s'est produit un phénomène qu'on a appelé le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire une mutation qui s'est adressée spécifiquement à la très jeune génération à travers les réseaux sociaux. Certains ont parlé de tiktokisation du djihadisme, avec une espèce de rupture générationnelle où on ne fait pas tellement la différence entre le virtuel et le réel. On désigne des avatars où on tue des gens. Et c'est quelque chose aussi qui s'attaque aux porteurs d'autorité emblématiques, en ont été notamment les assassinats monstrueux des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, qui étaient finalement ceux qui non seulement transmettaient des savoirs, mais aussi des valeurs, et qui ont été liquidés notamment à cette fin. Oui, vous étiez, Jean-François Ricard, au tout début, vous racontez d'abord les attentats de Saint-Michel. Ce sont des attentats terribles. Et ensuite, le GIA algérien qui opère en France. Puis, le disait Gilles Kepel, Samuel Paty, vous êtes un des premiers arrivés devant le corps de l'enseignant supplicié. De tout cela, vous retenez quoi, Jean-François Ricard? Je retiens une chose. Il s'agit d'abord d'un mouvement très profond dans notre société, par une diffusion d'une idéologie. Rappelons-nous, au cours du milieu des années 90, ils étaient quelques centaines. Aujourd'hui, il s'agit de milliers d'individus. 1500 personnes environ ont quitté la France pour rejoindre la Syrie à partir de 2012, en environ 18 mois. À côté de ces 1500 qui ont rejoint effectivement la Syrie, ils sont plusieurs milliers à avoir voulu la rejoindre, à avoir fait partie des réseaux. Ce sont des milliers d'individus
qui partagent cette idéologie. Par conséquent, il faut faire face. Faire face, c'est-à-dire utiliser tous les moyens que donne la loi pour agir en amont, casser les réseaux, surveiller les individus plus ou moins isolés, prêts à participer à de nouvelles actions. C'est cela qui doit être réalisé en permanence avec la meilleure articulation possible entre les services de renseignement, la police judiciaire et bien sûr la justice antiterroriste. Mais ça, aujourd'hui, vous diriez que c'est possible de surveiller des centaines d'individus, Gilles Kepel, parce que c'est ça le défi. Oui, alors en même temps, il y a le fait que tous ces gens qui bricolent sur leur téléphone ou leur ordinateur des attentats, qui demandent à ChatGPT de leur fournir la recette du TATP, qui est la nitroglycérine d'aujourd'hui, si vous voulez, face à la puissance des ordinateurs des services de renseignement et des États, ils ont quand même relativement peu de chances de passer à travers les mailles du filet et c'était le sens de la communication des services de renseignement au moment de la commémoration des 10 ans du Bataclan et de l'année terrible 2015. C'était de dire, voilà, on a arrêté tel, qui ont été repérés par la surveillance informatique. Donc, d'une certaine manière, il y a aussi l'État est capable, de ce point de vue-là, avec des ordinateurs plus puissants, de développer cette stratégie. Ils ont aussi considérablement appris. Quand Jean-François Ricard raconte ses débuts dans le chapitre qu'il appelle la gare de Perpignan, justement, en faisant allusion au tableau de Salvador Dali qui a aimé le centre du monde, mais c'était à la gare de Perpignan qu'on a arrêté des gens qui allaient apporter des armes pour djihad dans les maquis algériens et dont on ne savait rien, on ne comprenait pas. Même Jean-François raconte comment le mot terrorisme était inconnu du vocabulaire juridique à ce moment-là des manuels. Oui. Qu'est-ce qui nourrit le terrorisme ? On sent qu'il y a plusieurs origines, mais qu'est-ce qui le nourrit aujourd'hui ? On pourra poser la question tout à l'heure du narcotrafic. Qu'est-ce qui nourrit le terrorisme ? Alors, il y a deux remarques à faire. La principale nourriture, elle est idéologique, elle est intellectuelle. Elle est l'adhésion à une idéologie politico-religieuse, sur laquelle Gilles Kepel pourrait donner d'ailleurs d'autres éléments, mais c'est cela qui est fondamental. Il ne faudrait pas croire, et c'est la deuxième observation, qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup d'argent. Un attentat, en général, ça ne coûte quasiment rien. Même les attentats dramatiques du 13 novembre ont demandé, certes, une logistique importante, mais assez peu d'argent, somme toute. Donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Il ne faut pas non plus imaginer qu'il y aurait des liens importants entre le terrorisme, le type djihadiste, et des réseaux de grande délinquance. Il s'agit de contacts qui parfois existent, mais qui sont purement opportunistes, par exemple pour se fournir en armes, se fournir en faux documents ou en véhicules, mais c'est très limité. Ce sont deux mondes qui coexistent, mais qui ne collaborent pas. Oui, lorsque la une, vous voyez, du Figaro, les jeunes musulmans de plus en plus rigoristes en France, qui donnait ces indications selon un sondage IFOP, 57% des musulmans âgés de 15 à 24 ans pensent que les lois françaises passent après les règles de l'islam et 42% éprouvent de la sympathie pour une mouvance islamiste. Ça a de quoi inquiéter, ça, Gilles Kepel ? Alors ça, on l'a remarqué déjà depuis un certain temps dans la mouvance que nous avons étudiée dans ce livre, qui est la mouvance djihadiste, effectivement, c'est son considérable rajeunissement. Et effectivement, à travers les réseaux sociaux, la construction d'un autre univers que l'univers de référence de la société française, il y a une espèce d'attirance qui se développe de plus en plus. Et surtout, ce qui est très frappant, c'est la désinhibition par rapport à la violence et du fait de l'absence de frontières entre le virtuel et le réel. Les réseaux sociaux qui peuvent être en cause ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui a complètement changé, et surtout le fait que la transmission des valeurs se fait de moins en moins, y compris dans la population concernée, à travers les générations. Ce même sondage fait remarquer que autant les personnes plus âgées en France de confession musulmane ont considérablement décru dans le port de signes ostentatoires, le voilement abaissé, etc., pour les personnes, les quadragénaires et plus, autant c'est chez les jeunes qu'il y a ce vocabulaire dont on s'empare
pour faire sa place dans la société, inspirer le respect, parfois la peur. Et ça, c'est quelque chose qui est pas seulement, ça c'est pas du ressort de la justice ni de la police, mais de l'enseignement et de l'éducation. Et il faut bien voir qu'au moment où l'université est complètement nourrie par le wokisme, qui relativise toutes ces questions et qui passe son temps à accuser l'Occident de tous les maux, à dire qu'il n'y a pas de démocratie, etc. L'Occident, c'est l'enfant du colonialisme haï. Tout cela, si vous voulez, se mélange dans une espèce de bouleversement des valeurs qui va favoriser notamment l'entrisme des frères musulmans et l'emprise sur des secteurs croissants de la jeunesse. Oui, Jean-François Ricard, vous l'aviez constaté, ça, à la tête du parquet national antiterroriste ? J'ai tout à fait constaté cette évolution. Dans les années 90, les années 2000, des jeunes mineurs étaient totalement absents de tous ces réseaux, y compris encore au début de la décennie 2010. En revanche, on a vu effectivement apparaître de plus en plus de jeunes et de plus en plus de mineurs dès la seconde partie des années 2010, et c'est un phénomène encore plus récent que j'ai pu constater très directement à partir de 2023, qui a vu l'émergence de ces mineurs dans des projets d'attentats sur le territoire français, y compris des jeunes mineurs, c'est-à-dire des moins de 16 ans. Ça, c'est quelque chose de nouveau et qui, non seulement est apparu, mais qui reste constant, voire en progression depuis ces dernières années. Oui, vous avez été le premier donc président du parquet national antiterroriste. Là, on crée sur ce même modèle un parquet national contre les trafics, les narcotrafics. Est-ce que c'est la bonne méthode au fond? Et est-ce qu'il peut y avoir des liens entre les deux? Alors, la méthode qui a consisté à créer le parquet antiterroriste s'inspire déjà de ce qui se faisait avant, c'est-à-dire une centralisation à Paris des poursuites, des instructions et des jugements. Le parquet antiterroriste en tant que tel est en quelque sorte l'aboutissement d'un processus qui a déjà commencé 30 ans plus tôt. Et ça permet d'avoir la meilleure articulation possible, qui est indispensable, avec les chefs de service et notamment les responsables du renseignement et de la DGSI. C'est ainsi que nous avons un système qui est devenu beaucoup plus efficace que 30 ans plus tôt. Sur le deuxième point, les liens entre les narcotrafics et le terrorisme de type djihadiste sont beaucoup plus limités. Donc c'est bien pour ça qu'il faut qu'il y ait des entités différentes, un parquet centralisé en charge pour lutte antiterroriste et pour le narcotrafic, la grande criminalité organisée, un parquet spécialisé qui soit plus là comme un vecteur de direction, d'animation, oui. Car il ne peut évidemment pas centraliser toutes les poursuites. Mais dont on voit aujourd'hui de type mafieux comme à Marseille, avec, entre guillemets, l'élimination collatérale du frère d'un de ceux qui dénonçaient un lanceur d'alerte contre les narcotrafiquants, et dont on dit parfois aussi que les trafics de drogue financent aussi le terrorisme. Alors, ce qui est frappant, en tout cas, même si ce sont deux mondes qui ont leurs codes et qui ne sont pas les mêmes, comme Jean-François Ricard vient de vous le dire, je crois que dans l'opinion, le sentiment, c'est que les territoires commencent à se soustraire à l'autorité de l'État et aux valeurs de la République. Que ce soit ceux dans lesquels les islamistes ont établi leur emprise, qui considèrent que les lois de la République, il faut faire semblant, mais que c'est pas ça, c'est la charia qui s'impose, et les autres territoires où c'est les gangs de narcotrafiquants qui dominent. Alors qu'il y ait des chevauchements entre les uns et les autres, c'est possible, mais je crois qu'il y a ce sentiment de déprise qui donne le vertige et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu que la presse s'interroge sur le fait que pour les prochaines élections municipales, tout cela va créer un tel sentiment d'angoisse que ça fera un boulevard pour les partis qui sont hostiles à l'immigration, etc. Et on voit bien comment tout cela s'inscrit aussi dans une très forte logique électorale aujourd'hui. Oui, et on dirait, Jean-François Ricard, qu'il faut vivre avec la menace terroriste, que désormais, depuis que ce que raconte ce livre et les premières pages, au fond, c'est énorme, tout ce récit, on se dit, mais ça va continuer, de toute façon, ça va continuer. L'idéologie djihadiste est implantée, donc ça ne va pas cesser.
Mais en même temps, il ne faut pas avoir une vision totalement catastrophiste, alarmiste, qui inquiéterait toute la population. Nous ne sommes pas du tout comme nous étions dans une situation que j'ai pu connaître il y a une trentaine d'années. La France s'est totalement réorganisée, les services de renseignement se sont structurés, des grandes lois ont été votées, des structures sont mises en place, et en plus elles fonctionnent ensemble aujourd'hui. Et on le voit, les résultats sont là. Donc c'est ça qu'il faut constater, c'est-à-dire il y a un phénomène qui existe, il est implanté, et pour longtemps, à travers beaucoup de pays, nous ne sommes pas les seuls, loin de là, mais nous avons mis en place des structures qui permettent d'y répondre au mieux. Oui, et il y a 10 ans, pour le 13 novembre, les services de renseignement savaient qu'un attentat de masse se préparait. Il y avait un certain nombre d'indications, et puis il faut bien se rappeler que le 13 novembre, c'est quelques mois seulement après Charlie Hebdo, après l'hypercacher. Hein, donc on voyait bien ce qui se passait en Syrie. Mais effectivement, le soir du 13, ils ont été pris au dépourvu, comme l'ont bien expliqué les témoins lors de la commémoration au Bataclan, avec les policiers municipaux qui sont arrivés les premiers, les militaires qui ne pouvaient pas donner leurs armes de guerre aux policiers parce que les protocoles ne le permettaient pas, etc. On voit bien comment il y a eu effectivement un coup d'avance de Daesh sur l'État français aujourd'hui. Je pense que depuis lors, tout ça c'est fini, tout a été pensé, mais maintenant, il faut toujours être dans l'anticipation de ce qui va se produire, et puis aussi de la capacité de diffusion dans la société, des planques, etc. Et ça, c'est un défi de chaque instant. Ce livre n'est pas du tout catastrophiste, hein. Il est analytique, il essaye de préciser les choses, et c'est peut-être pour ça qu'il y a parfois quelques réticences par rapport à lui, parce qu'on préfère oublier, on préfère ne pas y penser. Or, nous, on est en train de dire, voilà ce qui s'est passé, on n'est pas en train d'incriminer tel ou tel, on présente de manière aussi sérieuse que possible. C'est considérable. Voilà, avec quelqu'un qui a été, Jean-François Ricard, aux manettes pour penser la façon dont, finalement, le service ultime de l'État, la justice, celle qui dit le droit, pas celle qui arrête, ça c'est la police, qui dit le droit in fine, et ceux qui, dans l'université, ont essayé de prendre ça en charge, pardon. Mais le problème, c'est que vous avez quand même, aussi bien dans une certaine presse que parmi certains responsables politiques ou autres, la tentative de dire circuler, il n'y a rien à voir, balayons tout sous le tapis et mettons-nous des œillères pour ne pas voir, parce qu'il ne faut pas affronter la réalité. Il faut affronter la réalité, c'est parfois difficile, mais ne pas l'affronter amène à des réveils encore plus douloureux. Mais quand vous venez de dire il faut se préparer à ce qui va arriver, vous sous-entendez, on arrive à éviter des attentats presque chaque jour. Mais vous dites, au fond, c'est inéluctable. C'est ce que nous ont expliqué les services de renseignement. Vous avez aussi l'interpénétration avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Il continue à y avoir une situation catastrophique en Israël-Palestine, quels que soient les résultats du cessez-le-feu qu'a mis en œuvre Donald Trump. Espérons que ça ira mieux, mais vous avez des traumatisés à vie, et là, il n'y a pas eu de prise en charge psychologique. Hein. Il y a des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont morts, des enfants, des gens. Il y a des milliers d'Israéliens qui ont été tués, enlevés, etc. Et on voit bien que la polarisation est gigantesque, y compris dans notre société, avec les solidarités avec l'un ou l'autre camp. Donc tout ça, ça doit faire l'objet d'un travail d'analyse, d'élucidation, d'anticipation. Sinon, on va se retrouver devant la même chose, tout en ayant entre-temps dit « il nous casse les pieds, oublions tout ça ». Mais c'est fait. Au-delà de la parole publique, peut-être que vous dites qu'on n'en parle pas assez, mais dans les faits, c'est fait, cette anticipation. Ça s'est amélioré quand même énormément, ce travail d'anticipation. Les services de renseignement, aussi bien extérieurs qu'intérieurs, collaborent avec leurs homologues, c'est ce qu'on appelle la communauté du renseignement, et obtiennent ainsi, soit par des biais techniques, soit par d'autres méthodes, énormément d'informations. Même si avec la difficulté avec l'Algérie ces derniers mois, ça a pu poser problème. C'est une réalité. Les raidissements dans nos relations avec l'Algérie
peuvent avoir et ont des répercussions, cela a été souligné par le directeur général du renseignement extérieur, peuvent avoir des conséquences néfastes dans l'obtention de l'information et donc des conséquences directes pour le degré de connaissance de ce qui se passe. Il faut absolument surmonter cette situation-là pour arriver à une meilleure situation. Et ce livre est là pour dire qu'il ne faut pas oublier. Hein, c'est comme une vigie là, de conscience, Gilles Kepel. Oui, il ne faut pas oublier, il ne faut pas faire monter tout ça d'une manière incompréhensible, mais il faut analyser, rationaliser, parce que c'est là-dessus, sur la connaissance précise du passé, qu'on peut construire à la fois la vie au présent et la stratégie pour le futur. Merci Gilles Kepel. Jean-François Ricard, ça s'appelle L'antiterrorisme, la traque des djihadistes. C'est ce livre qui est publié chez Plomb. Merci beaucoup d'être venus tous les deux sur ce plateau. Merci à vous. Merci.